Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis désolé pour ces interruptions du cours. Là, ça fait 2 semaines qu'on n'a pas pu avoir cours. Une semaine à cause du blocage du bâtiment, et puis la semaine dernière, j'étais en mission aux États-Unis. Donc, on va reprendre aujourd'hui sur une question que nous avons déjà examinée grâce à l'exposé de Catherine Band-Nielsen au premier semestre. Elle prenait un petit peu comme présupposé l'idée que vous connaissiez déjà ce concept de métaphore, et c'est celui sur lequel nous allons travailler aujourd'hui. Donc je vous rappelle que nous avons à notre programme, mais nous ne pourrons probablement pas tout traiter, un certain nombre de concepts qui sont les concepts fondamentaux des linguistiques cognitives, la question du control, surtout chez Langacker, la conceptualisation, la schématicité, la question de la science, je pense que ce sera difficile d'en parler, la polysémie, nous en avons parlé, la catégorisation également, ainsi que les prototypes. Nous parlerons plus tard de la question des frames, c'est-à-dire des cadres conceptuels, si on veut. Là, c'est assez difficile d'avoir une traduction. Et aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, donc, nous allons traiter de la question des métaphores, de la métaphore au sens donc de la linguistique cognitive, donc de la métaphore conceptuelle. Je vais m'appuyer principalement sur ce livre très connu de George Lakoff et Mark Johnson, Metaphors We Live By, qui a été traduit en français. C'est une époque où on traduisait encore les linguistes américains. Maintenant, ça devient difficile. Les métaphores dans la vie quotidienne aux éditions de Minuit, qui est apparu, vous voyez, 6 ans plus tard, en 86. Donc c'est un texte déjà assez ancien, qui reste un texte de référence. D'ailleurs, je voulais vous montrer, je vous montre ça rapidement. Vous voyez, il y a bientôt, là, au mois de mai prochain, une journée d'études sur la métaphore et la manipulation, organisée par un de mes collègues qui s'appelle Dominique Jamet. Vous voyez que le texte de présentation, là c'est l'appel à communication de cette journée, prend tout de suite comme point de départ, là on est vraiment dans l'actualité de la recherche en linguistique, c'est cette année, au mois de mai, etc. Prend encore comme point de départ ce livre de Lakoff, Metaphors We Live By, qui est encore aujourd'hui utilisé donc, pour réfléchir à la question de la manipulation dans le discours politique au moyen donc, de la métaphore. Alors, je reprends donc là où j'en étais, sur donc ce livre qui a été traduit en français. Je n'aurai pas l'occasion de parler, il y a un autre livre intéressant qui est un livre écrit plus tard, en 89, par Lakoff et Mark Turner, un autre grand nom de la linguistique cognitive américaine, More Cool Than Reason. Et cette fois-ci, vous voyez, c'est un ouvrage qui parle de la métaphore dans la poésie. Question qui est totalement évacuée, pour des raisons que vous allez très bien comprendre, du livre de départ sur la métaphore de Lakoff et Johnson. Bien, alors je vais commencer comme je l'ai fait d'ailleurs l'année dernière, mais là pour ce cours je suis vraiment obligé de redire un peu la même chose d'une année sur l'autre. Et je vais la présenter donc à partir un bref extrait d'un cours donné par George Lakoff, enfin une conférence. Alors je n'ai pas la source précise de cette. J'ai trouvé cette vidéo sur Internet, mais je n'ai pas réussi à trouver sa référence. De quand date précisément cette intervention de Lakoff. Mais elle est tout à fait intéressante parce qu'elle montre comment est née cette notion de métaphore conceptuelle. Donc, nous allons écouter cette brève vidéo et ensuite je la commenterai. I want to tell you a little about how I started working on conceptual metaphor. This is a true story. In 1978, I was teaching an undergraduate seminar with 5 students.
At the time, I was interested in what it was called an art form in America called performance art, and I was giving an undergraduate seminar in performance art and linguistics. And in there, we went through various topics, reading papers on those topics. And on the day that we were to read a paper on metaphor, it was a very cold, rainy day. We all sat around a little table. There were 5 students. And one woman in the class came in a little bit late, and it was raining, so she was all wet, and she was crying. Okay? And we tried not to notice that she was crying, which was difficult because she was sitting at the table right here, okay? Right there. And, so we went on with the class, and I said, well, okay, on page so-and-so, Professor so-and-so claims the following. What do you think of this? We go look around the room. We all look at her, and she says, I can't do this today. I've got a metaphor problem with my boyfriend. And she looks around and she says, maybe you can help. Well, this was Berkeley in 1970s. We said, of course. We formed what was called a little group for group therapy. And we said, okay, tell us your problem. She said, well, on the way to class, I was walking with my boyfriend, and he said something that upset me. He said that our relationship had hit a dead-end street. A dead-end street. Right? And he said, I don't really understand this very well. Maybe you can help me understand it. So we said, look, if it's hit a dead-end street, you can't keep going the way you've been going. You may have to turn back. And then we realized that English had a lot of expressions in which love was seen as a kind of journey. So, for example, you could say of a love relationship, it's been a long, bumpy road. You could say things like, we're going in different directions. We're at a crossroads in the relationship. You could say the marriage is on the rocks. It's off the track. We're spinning our wheels. And even an airplane image, we may have to bail out. Take a parachute. Now, and by the way, being a linguistics professor, I dutifully wrote down all of these expressions. We made a list. And I said, gee, this is an interesting list, Is there a generalization about this list? I mean, that's the question a linguist would ask. What is the generalization here? And we looked at this list and we said, well, in every case, love is seen as a journey. The lovers are the travelers. Okay? Well, what is the love relationship? The love relationship is the vehicle. Sometimes it's a car, sometimes a boat when you're on the rocks, a train when you're off the track, a plane when you're bailing out, but some kind of vehicle. Okay? So love relationship is a vehicle. Write down love relationship, vehicle. Okay, what about this journey? Where are you going? Well, you have common life goals, and the common life goals are the destinations that you're trying to reach in this journey. Common destinations. So, common life goals, destinations. Okay? And what about why do you keep hitting dead-end streets and spinning your wheels? Well, these are difficulties in a journey. So, it turns out that difficulties in the love relationship are difficulties in the journey. That is, they're impediments to travel. They're things that keep you from getting to where you want to go. So you're spinning your wheels, you go on the rocks, etc. Okay, so we write these down and they're completely systematic. They look like almost a mathematical mapping. Okay? And you say, gee, that's very interesting. We have this
this, this generalization that looks like a mathematical mapping about these different expressions. And the woman says, I don't care about your generalization. My boyfriend is breaking up with me. She said, he's thinking in terms of this metaphor. So I said, actually, that's interesting. How can you think in terms of a metaphor? I mean, the classical theory of metaphor doesn't talk about thinking in terms of a metaphor. How does this work? So we looked at a case. We said, okay, let's suppose you take something like, we're spinning our wheels in this relationship. What do we know about spinning the wheels? Well, there's an image. The image is that there's a car, and the wheels are turning. Is the car moving? The car is not moving. It's stuck. It's stuck in America. The term spinning your wheels applies to a case where the car is not moving. It's stuck in ice or sand or snow or something like that. The wheels are digging in, and the more you turn them, the more they dig in. Okay? So in this case, what you have is the vehicle is not moving. You put a lot of energy into getting it moving. You're trying to rock the car, move it, or you know, get the wheels going, and so on. And you feel frustrated. Okay? Now, what about in a love relationship? When you say we're spinning our wheels in this relationship, it means the relationship is not going anywhere. No progress toward common life goals. Secondly, it means you're putting a lot of energy. You want it to go somewhere. You're putting energy into it, and you feel frustrated. That is the reasoning that you do about travel is being mapped onto the reasoning you do about love via this mathematical mapping that covers our travel. The vehicle is the relationship, and so on. So the idea here is that to understand the use of dead-end street, which means that you can't keep going the way you've been going. You have to do something else, either give up the relationship or turn and go some other direction. Okay? You have to do something else. That is the inference. There's an inference. It's said for a reason. It's said for that reason. Now, these, by the way, she did not make up with her boyfriend. But she found somebody else later on. She got a job, she got her PhD, she got married to a very nice man, and she's fine. In fact, she's a chairman of a department. Voilà. Alors, vous voyez, c'est assez amusant en même temps de voir un peu, d'avoir une image de Berkeley dans les années 70, 5 étudiants en séminaire au niveau undergraduate, c'est-à-dire au niveau licence. Hein, vous voyez la situation en France aujourd'hui. Si vous avez fait une licence ici, vous êtes 400 dans un amphi, c'est pas tout à fait les mêmes conditions d'enseignement. Enfin bon. Ce qui est intéressant au-delà de l'anecdote dans cette vidéo de Laikoff, c'est qu'on voit bien comment émerge l'idée centrale qui va être porteuse de toute la théorie de la métaphore, c'est qu'on puisse penser en termes de métaphore. Alors, reprenons un peu les exemples qui sont donnés. Alors, l'exemple de l'étudiante, c'est de dire notre relation est dans une impasse. Bon, elle a le sentiment qu'il y a quelque chose à comprendre dans cette expression, mais qu'en raison de la métaphore, quelque chose lui échappe. Hein. Alors, petit à petit, se met en place cette idée que l'amour est métaphorisé, enfin, disons, correspond, il y a une sorte de mapping, donc, avec l'idée de voyage, de déplacement, de trajet, de parcours, hein, donc journey en anglais,
Et puis, Lakoff remarque qu'il y a toutes sortes d'expressions qui existent dans lesquelles, en effet, des expressions qui parlent de déplacement, mais qui sont utilisées pour décrire des relations amoureuses, sentimentales, etc. Donc dans tous les cas, l'amour est vu comme un déplacement, comme un trajet, et les personnes qui sont impliquées dans la relation amoureuse sont les personnes qui se déplacent. La relation amoureuse elle-même, c'est le véhicule, donc selon les expressions, ça peut être une voiture, un bateau, un train, voire un avion, pour l'expression « we may have to bail out of this relationship ». Les buts communs qui sont normalement partagés par les partenaires de la relation amoureuse correspondent aux destinations du voyage, et puis les difficultés dans la relation sont métaphorisées par les difficultés qu'on a dans le transport, enfin dans le déplacement. Évidemment, la généralisation, sur laquelle, à un moment donné, Lakoff s'interroge, quelle est la généralisation là? C'est vrai que les linguistes observent des choses et se disent, tiens, est-ce qu'il y a une généralisation là derrière? La généralisation, c'est qu'il y a une forme de systématicité. C'est-à-dire, si on décompose, si on prend l'idée que l'amour est un voyage, eh bien, tous les aspects conceptuel du voyage, c'est-à-dire qu'est-ce que suppose un voyage? Des personnes qui voyagent, un véhicule, un but, une destination, etc. Tous ces aspects conceptuels sont systématiquement dans une relation avec la conceptualisation de l'amour, de la relation amoureuse. C'est ça, disons, la découverte de cette notion de métaphore conceptuelle. Il s'agit bien de métaphores conceptuelles, et parce qu'on, comme je le disais tout à l'heure, on pense dans les termes de cette métaphore. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une métaphore ornementale pour dire quelque chose qu'on pourrait certes dire d'une manière directe, non métaphorique. On pourrait très bien dire nous avons des difficultés dans notre relation. Comment on pourrait dire notre relation est dans une impasse sans métaphore? Qu'est-ce que vous diriez? Notre relation est dans une impasse sans métaphore. Vous diriez quoi? Notre relation est quoi? Vous diriez au point mort, mais c'est une autre métaphore. Comment le dire sans métaphore en français ou même en anglais? C'est curieux, hein? Vous voyez que là, on ne trouve même pas d'idée. Même si je dis notre relation est bloquée, c'est à nouveau un déplacement qui est bloqué. Vous voyez, on n'a pas le choix, on est obligé de penser en termes métaphoriques. Il ne s'agit pas du tout d'une sorte de métaphorisation facultative de quelque chose qu'on pourrait dire d'une manière non métaphorique. Il y a des cas, bien sûr, où on a le choix. Mais dans cet exemple est très bon parce que précisément, on n'a pas le choix. Je n'insiste pas sur l'analyse de Spinning Our Wheels, qui est effectivement une image, et où Lakoff montre bien que quand on prend quelque chose d'aussi spécifique que cette idée qu'une voiture tourne, a les roues qui tournent, mais fait du surplace, oui, je vous donne la parole dans un instant, fait du surplace et s'enfonce, et donc on dépense de l'énergie pour faire avancer le véhicule, mais le véhicule n'avance pas du tout. Ça dit quelque chose d'assez précis dans la description d'une relation amoureuse. C'est que voilà, on met beaucoup d'énergie pour que ça marche, mais ça marche pas. We are spinning our wheels. Ce débat me fait un petit peu penser aux études qui ont été faites notamment en linguistique diachronique sur l'expression du temps, sachant que le temps est souvent exprimé à travers des concepts
spatiaux. Exactement. Si on dit par exemple au milieu de la soirée, en plein milieu de la nuit, etc., ce sont des concepts qui sont d'abord spatiaux et qui ensuite ont été revêtus en quelque sorte d'une signification temporelle. Mais c'est très juste ce que vous dites. C'est d'ailleurs une idée, l'idée de la spatialisation du temps, qui est explicitement théorisée par la linguistique cognitive, chez Langacker par exemple, influencée au départ par cette notion de métaphore conceptuelle. Cette idée était déjà présente au début du siècle chez Gustave Guillaume, l'idée de spatialisation du temps. Mais bon, c'est une autre histoire. Donc, le raisonnement sur le voyage est projeté sur le raisonnement qui concerne l'amour, et cette citation, je vous ai donné ici, cette citation des métaphores dans la vie quotidienne, donc, qui montre bien que le concept même de métaphore introduit ici est très différent du concept habituel de métaphore dans les études littéraires, par exemple, ou même en rhétorique. La métaphore est pour la plupart des gens quelque chose qui relève de l'imagination poétique et de la rhétorique. Qu'est-ce qui se passe ? Bon. Attendez, pardon. C'est bon. Attendez, ce qu'il faut que je fasse... Ben non, j'ai pas mon câble. Donc, je reprends. La métaphore est pour la plupart des gens une affaire d'imagination poétique et de rhétorique, disons. Quelque chose qui relève plutôt de propriétés extraordinaires du langage que de propriétés ordinaires. En outre, la métaphore est vue typiquement comme caractérisant seulement le langage, une affaire de mots plutôt qu'une affaire de pensée ou d'action. Et pour cette raison, la plupart des gens pensent qu'ils peuvent très bien se passer de métaphores. Nous avons trouvé, au contraire, que la métaphore est omniprésente dans la vie quotidienne, pas seulement dans le langage, mais aussi dans la pensée et dans l'action. Notre système conceptuel ordinaire, c'est ça le point important, notre système conceptuel ordinaire, dans les termes duquel nous pensons et agissons, est fondamentalement métaphorique dans sa nature. Vous voyez que là c'est une proposition qui, au plan théorique, est tout de même assez forte. C'est l'idée que cette notion de métaphore, au sens de la métaphore conceptuelle, décrit notre vie mentale, l'ordinaire de notre vie mentale. Alors, quand on observe dans les deux ouvrages, l'ouvrage en anglais et la traduction française, on remarque que souvent les métaphores passent d'une langue à l'autre, assez bien, mais pas toujours. Look how far we've come. Regarde à quel point nous en sommes arrivés. Bon, dans tous les cas, ce sont des expressions qui correspondent à la métaphore l'amour est un voyage. Nous sommes, donc là, la première marche bien. Nous sommes à la croisée des chemins pour We're at a crossroads, ça marche très bien aussi. We'll just have to go our separate ways. Nous avons fait un long chemin ensemble. Et maintenant, nous allons suivre des chemins distincts. Vous voyez, c'est un peu plus lourd en français. La traduction est peut-être moins naturelle. Nous ne pouvons plus revenir en arrière pour We can't turn back now. Ça marche bien. Je pense que cette relation ne mène nulle part. I don't think this relationship is going anywhere. C'est vraiment équivalent. Où en sommes-nous également? Nous nous enlisons pour We're stuck, ça marche bien. Alors, long bumpy road, on a traduit ici par
une route longue et tortueuse, mais bumpy, c'est pas tout à fait tortueuse, ce serait plutôt bosselé, hein, une route. Bon, donc là, c'est une transposition. Hein. Bon, dead end pour l'impasse, ça marche très bien. Alors, vous voyez, we are just spinning our wheels. Ça, c'est très difficile. Ça ne se traduit pas littéralement en français. Hein. On va dire cette relation tourne à vide, c'est une assez bonne traduction, mais on perd l'idée de voiture, hein, spinning our wheels. Là, on voit vraiment les roues de la voiture qui tournent dans le vide. Mais là, on n'a pas d'équivalent linguistique. Hein. Même chose pour on the rocks, là, qui est vraiment une lexicalisation de l'anglais. On est obligé d'adapter en français, et les deux dernières sont plutôt similaires également. Donc vous voyez qu'il peut y avoir, en dépit du fait qu'on a conceptuellement une même métaphore qui fonctionne dans les deux langues, une même métaphore conceptuelle qui a des expressions correspondantes dans les deux langues. Dans certains cas, les expressions sont vraiment correspondantes entre elles. Dans d'autres cas, il y a de petites différences d'une langue à l'autre. Une autre citation, de nouveau de Lakoff, les concepts qui gouvernent notre pensée ne sont pas seulement une matière intellectuelle, ne sont pas seulement une affaire strictement mentale, intellectuelle, et ils gouvernent aussi notre fonctionnement quotidien, jusqu'aux détails les plus infimes. Nos concepts structurent ce que nous percevons, comment nous nous déplaçons dans le monde et comment nous sommes en relation avec d'autres personnes. Notre système conceptuel, par conséquent, joue un rôle central pour définir nos réalités quotidiennes. Si nous avons raison de suggérer que notre système conceptuel est largement métaphorique, par conséquent, la façon dont nous pensons, dont nous faisons des expériences et ce que nous faisons chaque jour est vraiment une affaire de métaphore. Alors, vous voyez qu'à partir du moment où on parle de la structuration du système conceptuel, on retrouve quand même la notion de catégorisation. Hein, puisque les catégories, la catégorisation au sens, on en a beaucoup parlé, surtout pour introduire cette distinction entre la catégorisation de type classique, aristotélicien d'un côté, et puis la catégorisation de type prototypique de l'autre. Hein. Mais la notion même, dans les deux cas, qu'il s'agisse de catégorisation classique ou de catégorisation prototypique, dans les deux cas, les catégories, ce qu'on appelle des catégories mentales, on pourrait très bien utiliser le mot concept, hein, au sens cognitif du terme. Hein, les catégories ou les concepts pour la psychologie cognitive, c'est la même chose. Alors je vous rappelle que déjà la catégorisation dans l'ouvrage de Lakoff dont nous avions déjà parlé, je vous redonne une petite citation ici, la catégorisation était vue déjà comme quelque chose d'essentiel. Hein. Et déjà, Lakoff disait bien que la catégorisation concerne pas seulement la vie de la pensée, hein, mais concerne toutes sortes d'actions et, au fond, concerne notre vie en général. Donc ici, il décrit les différentes catégories qui interviennent au plan linguistique, hein, les catégories de sons, de mots, de phrases, de syntagmes, etc., comme catégories conceptuelles. Et d'une manière générale, j'avais déjà donné cette citation, sans cette aptitude à catégoriser, donc à fabriquer des concepts, eh bien, nous n'aurions pas du tout la possibilité de vivre dans le monde où nous vivons. Par conséquent, la théorie des métaphores, qui est aussi une théorie de la vie conceptuelle, est directement articulée à la théorie de la catégorisation. C'est-à-dire que non seulement, si vous voulez, c'est un pas supplémentaire dans le raisonnement, non seulement la catégorisation mentale
joue un rôle fondamental dans la vie humaine, pas seulement dans le langage, hein, mais dans la vie humaine en général. Mais en outre, la catégorisation ou la conceptualisation, dans leur fonctionnement habituel, ont cette dimension métaphorique. Alors, je poursuis la citation. Notre système conceptuel n'est pas quelque chose dont nous sommes habituellement conscients. Et en réalité, dans la plupart des petites choses que nous faisons chaque jour, nous pensons et agissons simplement d'une manière plus ou moins automatique, selon certaines directions, certaines lignes. Et savoir exactement ce que sont ces directions n'est pas du tout évident. Un des moyens de le savoir, c'est d'examiner le langage, puisque la communication est fondée sur le même système conceptuel que celui que nous utilisons dans la pensée et dans l'action. Le langage est une source importante de preuves, d'informations, disons, pour ce que ce système, pour comprendre ce qu'est ce système. Et ça, j'en avais déjà parlé au tout début de l'introduction des principes, des grands principes de la linguistique cognitive. L'examen, l'analyse des langues et du langage dans le cadre de la linguistique cognitive n'a pas pour but de décrire les langues, en fait. Le but, c'est d'utiliser la description des langues et du langage pour comprendre la pensée humaine et l'être humain. Donc on a quand même, et c'est d'ailleurs ce que reprochent certains linguistes à la linguistique cognitive, c'est qu'elle ne s'intéresse pas fondamentalement aux langues. Elle s'y intéresse comme une sorte d'ensemble de traces qui permettent d'accéder à la vie conceptuelle. Mais le but de la linguistique cognitive, c'est de comprendre, pas seulement l'esprit humain, mais d'ailleurs, de comprendre l'humain, de comprendre comment agit, pense, ressent l'être humain. Ça n'est pas simplement de comprendre comment sont les langues. Alors c'est vrai que c'est un point de vue assez différent du point de vue de certains linguistes. Alors je vais vous montrer deux autres exemples classiques qui sont développés par Lakoff dans cet ouvrage, Metaphors We Live By. Deuxième exemple très connu, la discussion c'est la guerre. Alors, je vous ai indiqué ici les phrases en anglais qui montrent la réalisation de ces métaphores. Donc, vous voyez que ça, la métaphore en majuscule, c'est vraiment la métaphore au plan strictement conceptuel. Et les expressions ici sont en fait des traces linguistiques de cette métaphore conceptuelle. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout de pouvoir remonter. Enfin, ce qui intéresse Lakoff, c'est surtout de pouvoir remonter aux métaphores conceptuelles. Donc, premier exemple, on peut le prendre directement en français, parce que là c'est assez équivalent. Vos affirmations sont indéfendables. Donc, le fait d'utiliser défendre, ça montre ce contexte d'une discussion comme une bataille, comme une guerre. Il a attaqué chaque point faible de mon argumentation. Ses critiques visaient droit au but. Là aussi, on a l'idée d'un tir. J'ai démoli son argumentation. Donc là, c'est à nouveau cette idée de chercher à détruire quelque chose. Je n'ai jamais gagné sur un point avec lui. Alors ça, c'est une traduction un peu littérale de I've never won an argument with him. Mais qui est, à mon avis, très peu naturel en français. Je n'ai jamais gagné sur un point avec lui. Je trouve que c'est pas... Je ne suis pas sûr qu'on puisse entendre ça en français. Tu n'es pas d'accord, alors défends-toi. Défends-toi. Là aussi, l'idée de combat.
On pourrait très bien dire la discussion, c'est un combat. Ça n'a aucune importance, hein, le mot qu'on va utiliser là, puisqu'on parle de métaphores conceptuelles. Donc qu'on dise que la métaphore, que la discussion, c'est la guerre, c'est une bataille, c'est un combat, peu importe. C'est le concept à partir... Là, on pourrait faire le même genre de commentaire que pour l'exemple de la relation amoureuse. On pourrait dire, voilà, qu'est-ce que c'est qu'un combat conceptuellement? Il y a des combattants, deux combattants au minimum, qui luttent l'un contre l'autre, qui utilisent certains moyens, qui ont pour but de détruire soit les armes de l'autre, soit l'autre lui-même. Bon, ben voilà, vous faites une liste des propriétés conceptuelles de ce qu'est un combat, une guerre, une bataille, et puis vous pouvez faire un mapping avec la façon dont on parle d'une discussion. Si tu utilises cette stratégie, il va t'écraser. Les arguments qu'il m'a opposés ont tous fait mouche. Hein. Faire mouche, c'est une expression qui est utilisée dans le cas d'un tir, par exemple, au fusil. Une citation en commentaire de cet exemple. Il est important de comprendre que on ne fait pas que parler d'arguments en termes de guerre, hein, de parler de la discussion en termes de guerre. Nous pouvons nous pouvons effectivement, en réalité, vaincre ou perdre sur des arguments. Nous voyons la personne avec laquelle nous sommes en train de débattre comme un opposant. Nous attaquons vraiment ces positions et nous défendons les nôtres. Nous gagnons et perdons du terrain. Nous planifions et utilisons des stratégies. Si nous avons trouvé une position indéfendable, nous pouvons l'abandonner et prendre une nouvelle ligne d'attaque. Beaucoup des choses que nous faisons en discutant ou en ayant un débat sont partiellement structurés par le concept de guerre, de bataille, de combat, etc. Par conséquent, il n'y a pas une bataille physique, c'est une bataille verbale, et la structure d'un argument, attaque, défense, contre-attaque, etc., reflète cela. C'est en ce sens, donc, que argument is war, la discussion c'est la guerre, que la métaphore argument is war, la métaphore la discussion c'est la guerre, est l'une à travers laquelle nous vivons dans cette culture. En fait, encore une fois, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que la question qui est en jeu ici, c'est, dans une culture donnée, comment on perçoit une discussion, comment on la vit, pas seulement comment on en parle. Oui, vous aviez une remarque ? En fait, je voulais dire, mais même ces conceptions, on peut les trouver dans les verbes, parce que je pensais au verbe débattre. Il y a déjà le verbe battre, la fait dedans avec... Ah oui. Est-ce que, par exemple, ces métaphores, on ne les trouverait pas déjà dans la formation ? Dans certains cas, oui. Dans ce cas-là, pour l'argumentation. Oui. Alors, il faudrait juste vérifier étymologiquement. Il faudrait juste vérifier étymologiquement que c'est bien le verbe battre qu'on a dans débattre. Oui, il faudrait vérifier. Mais oui, dans certains cas, le verbe lui-même peut porter la métaphore, bien sûr. Hein. Mais vous voyez ce qui là encore, est-ce qu'on pourrait dire autrement? Par exemple, il a attaqué cet argument. Il a critiqué cet argument, on pourrait dire. Mais ça n'est pas tout à fait la même idée. On pourrait dire qu'il n'était pas d'accord avec cet argument, mais là encore, ça n'est pas tout à fait la même idée. Il a attaqué cet argument, on est vraiment là dans une perception agonistique de ce qu'est une discussion. Alors, là où c'est intéressant, c'est lorsque Lakoff nous dit, mais imaginons une culture où, au lieu que la discussion soit vue comme une guerre,
la discussion soit vue comme une danse, soit conceptualisée comme une danse. Eh bien, en fait, donc, on pourrait s'imaginer que l'échange de paroles dans une discussion, ce serait comme une sorte de chorégraphie verbale où chacun fait un genre de mouvement linguistique et puis un autre est enchaîné, etc. Mais vous voyez bien que dans ce cas-là, la notion même, le concept même de discussion serait complètement différent. Et donc en voyant agir des personnes pour qui une discussion serait une danse, nous, de notre point de vue, on aurait l'impression que ce qu'ils font, ce n'est pas vraiment une discussion. Ce serait genre un spectacle théâtral, ou je sais pas, on le percevrait comme ça peut-être, mais pas comme une discussion. Donc, l'idée ici est bien de montrer que notre structuration conceptuelle crée notre réalité. D'une certaine façon. D'où cette citation, l'essence de la métaphore est de comprendre et de faire l'expérience d'une chose dans les termes d'une autre chose, avec laquelle elle a une similarité, d'où le lien avec la notion d'analogie sur laquelle donc je reviendrai plus tard. Donc encore une fois, cette structuration est ordinaire, pas du tout poétique, rhétorique, etc., mais ça signifie qu'elle est aussi très largement non consciente. Et là, je vous donne à nouveau une citation. La chose la plus importante que nous avons dite jusqu'à présent est que la métaphore n'est pas seulement une affaire de langage, c'est-à-dire de mots. Nous devons défendre l'idée, au contraire, que la pensée humaine, que les processus de la pensée humaine sont largement métaphoriques. C'est ce que nous entendons lorsque nous disons que le système conceptuel humain est structuré métaphoriquement, est structuré et défini métaphoriquement. Les métaphores comme expression linguistique sont possibles précisément parce que il y a des métaphores dans le système conceptuel des locuteurs. Par conséquent, chaque fois que dans ce livre nous allons parler de métaphores comme dans l'exemple Argument is War, la discussion c'est la guerre, on doit comprendre que la métaphore signifie ici concept métaphorique. Donc, en effet, je l'ai déjà dit, les métaphores linguistiques sont donc les traces de métaphores conceptuelles. Et vous voyez bien dans quel sens ça marche. Ça n'est pas parce qu'il y a des métaphores dans les mots que nous pensons métaphoriquement, c'est parce que notre système conceptuel d'êtres humains est métaphorique par nature que nous avons des métaphores dans le langage. C'est quand même un point de vue complètement différent. Alors, un dernier exemple, très connu également, Time is Money. Je n'ai pas là donné les traductions en français, mais c'est quand même très facile. Tu me fais perdre mon temps, ce gadget va te sauver des heures, etc., etc. C'est une autre métaphore assez connue de parler du temps, du temps en termes d'argent, de quelque chose qu'on peut accumuler, qu'on peut perdre, qu'on peut gaspiller, qu'on peut dépenser. Dépenser du temps, passe. Bon, voilà. Peut-être que c'est plus net en anglais et peut-être dans l'anglais des États-Unis qu'en français, parce que on utilisera facilement en français, on passe du temps. D'ailleurs, dépenser du temps, je ne suis pas sûr que ce soit très usuel en français, pas du tout. Mais gâcher son temps, oui. En revanche, wasting, là, ça marche. Perdre du temps, ça, oui. Bon.
ça reste une métaphore assez stable dans un certain nombre de cultures. Bon, l'analyse que propose Lakoff est assez prévisible. Hein. Le temps dans notre culture est vu comme quelque chose qui a une valeur. Hein. C'est une ressource limitée que nous utilisons pour accomplir des buts. D'où l'idée qu'il y a une sorte de quantification du temps et qu'on peut payer des gens par des heures, des semaines ou des années. Alors il ajoute des exemples qui montrent dans notre culture, c'est-à-dire dans la culture américaine, occidentale, disons au sens large, des exemples que ça c'est un peu dépassé parce que mais à l'époque, dans les années 80, quand on téléphonait, il n'existait pas encore de forfait illimité, comme toujours, comme aujourd'hui. Hein. On achetait un forfait téléphonique où chaque fois qu'on téléphonait, le temps la durée de l'appel, disons, coûtait plus cher. Donc là, c'était effectivement une traduction matérielle du fait que le temps, c'est de l'argent. Plus vous utilisez longtemps, plus c'est de l'argent. Bon, voilà, ça reste le cas. Ça vous coûte plus cher si vous gardez une chambre d'hôtel pendant 3 jours que si vous la gardez pendant 1 jour. Bon, donc c'est vrai qu'il y a toutes sortes de circonstances dans l'organisation de nos sociétés pour lesquelles on paie plus quand il y a plus de temps. Donc il y a une sorte d'équivalence comme ça entre le temps et l'argent. Mais donc cette métaphore fait partie d'un système métaphorique plus vaste. Alors, ces métaphores conceptuelles, au fond, elles paraissent assez universelles, assez, disons, constantes selon les cultures, mais tout de même, ça n'est pas toujours le cas. Et Lakoff donne un exemple de métaphore conceptuelle qui est propre à certaines cultures. Alors ça, je ne sais pas si les étudiants chinoises pourront nous dire si elles sont d'accord avec cet exemple. Alors, Lakoff prétend qu'il y a 8 catégories majeures de métaphores conceptuelles de l'eau en chinois, notamment le mouvement, c'est de l'eau, le temps, c'est de l'eau, l'argent, c'est de l'eau, les émotions sont de l'eau, le pouvoir est de l'eau, les humains sont de l'eau, les pensées sont de l'eau et la vertu est de l'eau. Bon. La base expérientielle de ces métaphores de l'eau vient de notre corps, notre interaction avec l'environnement et de la culture chinoise. Ces expressions métaphoriques du concept métaphorique de l'eau sont nombreuses en chinois et elles ont des domaines sources dans le vocabulaire et qui ont des conséquences dans les expressions à 4 caractères. Bien. Alors, bon, je passe sur le reste de la citation qui reste sur des généralités, mais alors est-ce que parmi les étudiantes chinoises qui sont là, est-ce que vous êtes d'accord avec certaines de ces métaphores? Est-ce que parmi celles-ci, certaines vous semblent plus habituelles, normales que d'autres? Ou est-ce qu'elles sont toutes pour vous valables? Est-ce que certaines sont surprenantes pour vous? Par exemple, est-ce que time is water, est-ce que l'idée que le temps c'est de l'eau, c'est quelque chose? Oui? Alors par exemple, est-ce que vous auriez un exemple d'expression en chinois qu'on pourrait essayer de traduire littéralement en français qui montre, qui fait apparaître cette métaphore? Le temps coule. Ah oui, le temps s'écoule. Oui, bah, c'est vrai, au fond. C'est pas spécifique on l'a aussi en... Est-ce qu'on peut prendre un exemple pour les humains? Je pense que c'est peut-être plus intéressant. Pour les humains, human beings are water. Oui, alors est-ce que ça c'est...
plutôt les femmes. Dans les cas des femmes, d'accord? Alors, par exemple On dit que les femmes sont douces ou plus... Ah, douce, tendre et gentille comme de l'eau. Oui, ça marche que pour les femmes, d'accord. Et quelle est la métaphore pour les hommes alors? Dur comme la pierre, etc. C'est ça? D'accord. Bon, vous voyez, là, il faudrait avoir un peu plus de... Il faudrait avoir un certain nombre d'expressions. Bon, je crois qu'en effet, il me semble difficile dans les cultures européennes de voir un équivalent à cette métaphore, même si on la limite aux femmes hein, et à l'eau. Donc là, ce serait une spécificité culturelle. Mais il y en a un certain nombre. Hein. Malgré tout, il est assez normal que bon nombre de ces métaphores soient assez générales, hein, puisque c'est quand même ce sont des façons, si vous voulez, cognitives assez générales de se représenter les réalités qui sont partagées. Ah, évidemment, il y aura de grandes différences si les contextes des cultures considérées sont très différents. Par exemple, je ne sais pas moi, un peuple qui vit dans des forêts ou je ne sais quoi, enfin bon, qui aurait donc une sorte de contexte complètement différent du contexte largement mondialisé de presque tout le monde sur la planète aujourd'hui, aurait peut-être en effet des métaphores conceptuelles complètement différentes dans sa langue. Mais ça finit par devenir extrêmement rare hein, aujourd'hui. Alors, je vois que l'heure est passée. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je continuerai la semaine prochaine en vous parlant des différents types de métaphores chez Lakoff, et je vous remercie donc de votre attention.